Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Ex-président du conseil d'administration du CIS Abitibi-Témiscamingue, mon invité, vient nous parler de l'hôpital d'Amos et de son centre de traumatologie. Alors, mesdames et messieurs, l'ex-président du CIS Abitibi-Témiscamingue, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est un dossier, ça fait deux ans bientôt que vous n'êtes plus sur le comité, sur le bureau de direction, mais quand même, c'est un dossier qui était là, à ce moment-là, oui, parce que ça fait quand même quelques années que les gens pilotent ce dossier-là. J'espère, et je ne vais pas être cruel en disant ça, mais j'espère que ça ne prendra pas le même corridor que la Maison des aînés de Macamic, parce que c'est... mais je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne veux pas revenir parce que je sens que... De toute façon, le dossier est clos, mais seulement en espérant que ça ne prendra pas de temps, parce que je sais que le centre de traumatologie de l'hôpital d'Amos, là, elle a vraiment besoin d'une mise à niveau, comme vous dites si bien. Puis, lorsque vous étiez président du conseil d'administration du CIS Abitibi-Témiscamingue, il en était question déjà? Absolument. Ça, on se souvient à l'époque du ministre Barrette du Parti libéral qui a eu l'occasion de visiter le bloc opératoire, l'unité de soins intensifs, où c'était vraiment, ça a l'âge de bâtisse, ça a vraiment besoin d'une mise à niveau. La ministre McCann avait également eu l'occasion de visiter l'endroit. Et je dois vous dire que c'est un projet qui, quand je regarde François Lemay qui a orchestré la pétition, comme vous mentionniez tantôt, au-delà de 26 000 noms, je pense qu'il faut... L'Abitibi-Témiscamingue au complet, c'est pas juste à Amos. Il faut que tout le monde se rende compte que notre centre de traumato-régional, il est à Amos. Si on se casse quelque chose, c'est là qu'on s'en va. Il ne faut pas se ramasser à Montréal. Puis ça a des implications plus grandes. Je n'ai qu'à nommer la façon d'aller chercher des nouveaux chirurgiens. Ça les prend, ils ont été formés dans des endroits modernes, avec des équipements modernes. Entre autres, comme le CHUM. Comme le CHUM, absolument. Fait que, comment être capable de dire on va faciliter le recrutement, puis comment on va retenir les infirmiers, infirmières, préposés, nommez-les, tous ceux qui gravitent autour du centre de traumato. Ceux qui sont dans le domaine de la santé. Il ne faut pas que ce soit juste le secteur d'Amos, il faut que ce soit Rouen, La Sarre, Ville-Marie. C'est l'Abitibi-Témiscamingue au complet qui est concerné. Alors, l'occasion est belle aujourd'hui pour dire comment est-ce qu'on peut, nous, même si on sait que le conseil d'administration maintenant est devenu plus un conseil consultatif, puis que le conseil d'administration est provincial, au moment où on se parle, je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas personne d'Abitibi-Témiscamingue qui siège sur le conseil provincial. Comment on va faire, nous, pour essayer d'influencer positivement pour que la construction se mette en branle? Puis là, je trouve qu'on a une belle occasion. Le premier ministre Legault mentionnait dernièrement avec ce qui se passe avec les États-Unis, avec le président Trump et l'imposition des tarifs. Oui, exactement. On va du côté du Canada, puis le Québec en premier, disons, faire en sorte de partir les projets avec Hydro-Québec sur des constructions. Donc, ça sera en plein temps de lancer les travaux dans un projet comme notre centre de traumato d'Amos. Mais quand vous étiez sur le CA, vous avez eu certainement de la documentation, vous avez envoyé certainement des messages à Québec, au ministre de la Santé, que ce soit M. Dubé ou autre. Puis, qu'est-ce qu'on vous répondait? Parce qu'une lettre demande un retour, une réponse. Qu'est-ce qu'on vous répondait au CA de la part du ministère de la Santé? En fait, vous avez raison. Puis le ministère est toujours poli. Puis oui, on va aller de l'avant. Puis on va regarder ça. Puis chaque visite des ministres qu'on a eue étaient tous d'accord pour dire qu'il faut aller d'avant. Mais de là à dire on va d'avant, puis que ça soit inscrit au PQI pour lancer les appels d'offres, vous savez comment le processus est long. Alors, plus on retarde et plus on remet dans le temps, et plus on risque d'aggraver la situation pour la rétention ou l'acquisition de nouveaux spécialistes ou chirurgiens. Alors, ils ont toutes les cartes en main. On sait que le gouvernement a peut-être des problèmes financiers, mais avec la crise qui s'amorce avec les Américains, c'est une belle occasion, nous, au Québec, de
de créer de l'emploi puis de la relancer pour l'Abitibi-Témiscamingue un beau projet comme ça, puis de faire la globalité du projet pour faire en sorte qu'on soit équipé pour faire face aux défis futurs. Là. Mais est-ce que, selon vous, le gouvernement est sensibilisé au fait que si, j'espère qu'on n'en viendra jamais là, mais vous cassez une jambe, ça demande une opération. Excusez, M. Morin, mais il faut vous envoyer à Montréal parce qu'ici, on ne peut plus arranger ça. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Vous avez absolument raison. Il faut vous faire en sorte que ce projet-là débute le plus rapidement possible. Puis quand on dit on va vous placer ça au PQI, bon, mais une fois que c'est au PQI, il ne faudrait pas qu'on revienne à chaque année dire bon, mais ça va être l'an prochain, puis on a vécu avec d'autres places, je pense, quand on a fait la construction de l'hôpital de Ville-Marie ou le CHSLD ici à Macamic, vous savez comment ça a pris des années. Vous avez un petit peu brièvement passé sur le sujet tantôt. Mais nous, il ne faut pas en venir au dernier instant où on a beaucoup de difficultés à recruter parce que nos équipements et notre bâtisse est désuète. Alors, le gouvernement comprend qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent d'ailleurs en santé au Québec, mais l'Abitibi-Témiscamingue, on a chacun nos réalités régionales, la distance, vous savez. Imaginez-vous si on sera obligé que tu as une fracture, tu es obligé de t'en aller à Montréal la faire réparer. Voilà, ça n'a pas de bon sens, là. C'est inconcevable. Donc, ça prend de nos décideurs, de nos politiciens, le courage de lancer les travaux. Pas juste d'en parler, puis pas juste de s'en servir comme outil de négociation en vue d'une prochaine élection. C'est-à-dire, on passe à l'acte, on l'annonce et on le fait. Monsieur Morin, on sait qu'il y a eu une pétition qui est passée à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, au-delà de 26 000 signataires. Mais je vais juste lire ici un petit paragraphe que j'ai eu sur un fil de presse qui en dit très long. Puis il ne faut pas oublier qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a 3 députés caquistes. Et quel gouvernement est au pouvoir? C'est le gouvernement caquiste. Je vais vous aller très vite, par exemple. Je pense que vous en avez pris connaissance. On va juste, puis je vais vous demander après ça votre opinion là-dessus. On a reçu ça le 20 février, c'est quand même pas, ça fait pas un an de ça, là. Le gouvernement caquiste a refusé mercredi de se saisir d'une pétition de 25 766 noms au sujet de l'hôpital d'Amos, marrainée par l'une de ses propres députés. La pétition portant sur la nécessité d'agrandir le centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos a été présentée au Salon Rouge le 6 février dernier par la députée caquiste d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Elle demandait au gouvernement d'agrandir le plus rapidement possible l'urgence, les soins intensifs et le bloc opératoire du Centre régional de traumatologie de l'hôpital d'Amos. Le gouvernement caquiste a refusé mercredi de se saisir de cette pétition-là. Ça veut dire que Mme Blais, députée d'Abitibi-Ouest pour la CAQ, a simplement voulu présenter cette pétition-là, qui c'est quand même sérieux, là. C'est 25 766 noms en Abitibi-Témiscamingue. Elle a demandé pour déposer ce projet de loi, puis le gouvernement caquiste a refusé mercredi de se saisir de cette pétition-là. Je ne sais pas, mais d'accord, je m'y connais en politique et vous pareillement, mais c'est un refus inacceptable. Bien, quand on lit tout le document au complet, moi, ce que je retiens une chose, c'est que ce que j'entends des fonctionnaires du gouvernement, c'est que le projet est assez bien avancé pour qu'il n'y ait pas à avoir toute la pétition. C'est ce que j'en comprends après avoir parlé avec un responsable qui pilote le dossier à Amos, pour ne pas le nommer, François Lemire, c'est que le gouvernement a réellement l'intention d'y aller. Mais il ne faut pas que ça devienne juste une promesse électorale qui disent on n'accepte pas la pétition parce qu'il n'y a rien de nouveau que ça peut nous apporter, le projet est sur les rails. Mais entre mettre le projet sur les rails puis passer à l'étape suivante, qui est les appels d'offres, et il faut que ça se réalise dans les meilleurs délais. Et moi,
fais encore confiance au système et je me dis que si ensemble, on s'en va bientôt en période électorale, un an, c'est vite passé, mais si ensemble, quand on rencontre nos élus, qu'on leur fait part de notre grande préoccupation, que le centre de traumato régional, c'est important pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, je pense qu'ensemble, on a une force. Là. Vous l'avez bien mentionné, on a 3 députés caquistes en région. Oui. Alors, notre député s'est commis, elle a amené la pétition de l'Assemblée nationale. Parfait. Maintenant, on a 2 autres députés caquistes, un à Val-d'Or, un à Rwanda. Eux aussi pourraient pas demeurer silencieux parce qu'ils représentent des secteurs du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais intervenir également puis nous laisser savoir qu'eux aussi poussent derrière le projet. Parce que peut-être que je me trompe, mais vous me corrigerez si je me trompe, mais Mme Blais s'est occupée de ce dossier-là, j'en suis persuadé, et on en a de la preuve. Elle a déposé cette pétition-là, qui a été un peu rejetée du revers de la main, mais on sait qu'il y a comme vous l'avez si bien expliqué, le dossier serait avancé assez pour ne pas tenir compte de différents sujets comme cette pétition-là, malgré qu'on aurait pu, pareil, être poli puis en prendre connaissance. Prendre acte toujours. Prendre acte toujours. Parce qu'on dit qu'avec tout ce qui s'en vient, et vous avez pris probablement les nouvelles comme moi aujourd'hui, les tarifs vont augmenter de 25 % à la frontière américaine. C'est 160 000 emplois qui pourraient être touchés au Québec. Ce n'est pas au Canada, là, au Québec, 160 000 emplois. Alors, on dit que le premier ministre dit vouloir accélérer les projets en santé au Québec. Ce ne serait pas le temps, là? Bien, écoutez, ça serait absolument le temps. Je pense que le premier ministre le mentionne, puis il faut le croire, là, parce qu'il faut réagir. 160 000 emplois qui risquent d'être perdus à cause des droits des Américains de 25 %. De 25 %, oui. Alors, il parlait au niveau de Hydro-Québec, mais au niveau de la santé, il l'a nommé aussi. Mais on devrait, en priorité, faire partie de ceux-là qui seraient mis en chantier le plus rapidement possible. Premièrement, ça créerait d'emplois. Puis, deuxièmement, ça rassurerait les dirigeants de notre centre de santé régional de dire, bien, soyez pas inquiets, les nouveaux chirurgiens, les nouveaux professionnels qui arrivaient ici à Amos, notre centre de traumato, il va être dans les prochaines années remis à neuf. Bien, les prochaines années, un court terme, moi je dis, d'ici 5 ans, il faut que ça soit déjà réalisé. Pas parler de 15-20 ans. Et déjà 5 ans, c'est beaucoup. Et 5 ans, mais on sait que la construction, c'est une couple d'années, mais les appels d'offres et tout, mais soyons optimistes. Disons que dans 5 ans, moi, mon rêve, c'est que ça soit réalisé, qu'on puisse soigner notre population chez nous. Parce que vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais revenir sur le sujet. Le recrutement, la rétention des médecins, infirmières, les préposés, en fin de compte, tout ce qui gravite dans le système de santé, la rétention, là, avec ça, elle devient difficile. Là. Bien, écoutez, j'ai eu l'occasion, dernièrement, justement, de jaser avec un nouveau chirurgien. Lui aussi, il est préoccupé par l'état des lieux, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus facilitant quand les jeunes chirurgiens en devenir se présentent à Amos, viennent travailler comme étudiants et là, qu'ils voient qu'il va y avoir une construction pour dire, bon, on peut s'installer avec notre famille pour y vivre puis y rester. Autrement, la rétention, c'est pas facile. Quand tu jases avec les gens qui sont dans le recrutement, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'ensemble des métiers, mais avec ce projet-là, je pense qu'on deviendrait, là, comme on dit, maître chez nous là, de notre santé, là, de faire soigner notre monde chez nous. Avez-vous eu écho depuis que vous êtes parti du CA, du CIS Abitibi-Témiscamingue? Avez-vous eu écho véritablement où est rendu ce dossier-là avec le CIS Abitibi-Témiscamingue? Là, on a parlé des députés, etc., mais au point de vue du CIS Abitibi-Témiscamingue, depuis que vous êtes parti, est-ce que ce dossier-là a au moins avancé? En avez-vous eu des échos? J'ai pas eu d'écho là-dessus. Je pense qu'il préoccupe j'appelle ça
le défunt conseil d'administration qui devient comité consultatif du conseil d'administration. Est-ce que ça peut nuire, ça? Bien, je ne dis pas que ça peut nuire. C'est que le comité consultatif, moi, la façon que je le perçois, c'est qu'il va faire des recommandations au conseil provincial. Mais si on avait quelqu'un d'Abitibi-Témiscamingue qui siégera au conseil provincial, ça nuirait sûrement pas d'intervenir autour de la table s'il y a des recommandations à faire au niveau du gouvernement pour des projets qui doivent être avancés dans le temps ou d'avancer. Ils ne sont pas décisionnels, mais Santé Québec peut toujours faire des recommandations en disant, mais écoutez, on voit l'état des lieux à Amos, puis ça a besoin d'une mise à niveau rapidement. Parce que là, au moment où l'on se parle, on ne sait pas où est rendu le dossier concernant toujours l'hôpital d'Amos. On ne sait pas où est rendu le dossier. On n'a pas d'écho de ça. Mais une chose est certaine, c'est que pour l'instant, que ce dossier-là végète, on peut dire ça comme ça, mais certainement approuvé puis poussé par au moins les députés de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais comme vous l'avez si bien dit, passer aux appels d'offres, commencer les travaux. Je pense qu'on est loin un peu là, à venir à terre, sauf qu'on ne sait pas là, où est rendu ce dossier-là. Je pense que dans une prochaine fois que vous rencontrez le PDG, vous pouvez lui poser la question, mais connaissant Mme Roy, je suis certain qu'elle travaille pour l'Abitibi-Témiscamingue. Sûrement. Elle doit pousser fort aussi de son côté, je suis convaincu. Comme elle a poussé fort aussi, beaucoup, je l'ai reçu à plusieurs occasions concernant la maison des aînés et à Macamic qui se construit au moment où l'on se parle. Il reste celle de Palmarol, qu'on ne sait pas, mais je sais que ce dossier-là est porté d'une main de fer par Mme Roy, et puis en espérant aussi que ce dossier-là, celui d'Amos, va prendre le même chemin, espérons-le, parce que comme vous l'avez si bien dit, Secours Saint-Jean va être obligé d'aller se faire un plâtre à Montréal. Là, ça devient loin. Là. Ce qui ne pourrait pas nuire, là, ce serait, exemple, nos grandes entreprises qu'on a en Abitibi-Ouest. Je pense à Norbert Panot, je pense à la mine Casa-Bérardi. Ces dirigeants-là, s'ils nous envoyaient une belle lettre avec une copie à l'équipe qui pousse sur le dossier d'Amos, au premier ministre, disant comment c'est important pour leur employé d'avoir un centre de traumato en région, parfois, il arrive des accidents dans ces grandes entreprises-là. Alors, ça pourrait être un élément additionnel qui ferait que les entreprises de la région, de l'Abitibi-Témiscamingue, sont solidaires à ce projet-là. Voilà. Fait que si tout le monde communique... Il faut que tout le monde embarque. Tout le monde embarque, on pousse tous sur le même centre pour que ça se réalise. M. Morin, merci beaucoup, puis on va certainement continuer à suivre ce dossier-là. Je vous remercie. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Être accompagnateur ou accompagnatrice n'est pas une mince tâche, et puis c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Alors, j'en discute avec mon invitée, qui est elle-même accompagnatrice, Mme Nadia Gagnon. Madame Gagnon, bonsoir. Allô? Madame Gagnon, je suis content de vous avoir en entrevue parce que avec le pilier, on a fait quelques entrevues déjà avec eux autres, puis les gens sont sensibilisés, mais les gens ne connaissent pas très souvent. Les gens vont voir une personne qui est handicapée, puis, mais ils peuvent pas, ils ont de la misère à s'imaginer que cette personne-là a besoin d'aide. Mm-hmm. Fait que c'est ça quand même c'est ça qu'on veut démystifier, puis montrer aux gens que ces personnes-là doivent être accompagnées, et vous êtes une accompagnatrice vous-même. Oui. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, là, le rôle d'une personne qui accompagne, c'est quoi exactement? Dans le fond, c'est de soutenir, accompagner. Mm-hmm. Comme dans le cas de mon conjoint. Parce que c'est votre conjoint. Oui, c'est ça. OK, oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, je m'assurais que la médication soit prise. OK. C'est sûr que à l'hôpital, je m'assurais qu'il mange bien, que l'hygiène soit faite aussi. Au début, quand il a recommencé à marcher, il était faible.
Tu restes avec la peur, il va-tu tomber? Il va encore se cogner la tête? Fait que je m'assurais d'être toujours là, avec lui. Ça, là, c'est une chose que vous venez de dire, puis je vais prendre la balle au bon, comme on dit, parce que avoir peur, vous avez dit, j'avais peur qu'il tombe ou des choses comme ça ne doit pas être facile. Non, parce que tu restes toujours avec une peur. Parce que moi, quand j'entendais parler d'un traumatisme crânien, tout ce que je savais, c'était quelqu'un qui a eu un coup à la tête, mais je ne savais pas la suite, tout ce que ça pouvait engendrer. Là. Tu restes avec une crainte que... Avec une crainte qu'il puisse se reblesser ou des choses comme ça. Une question comme ça, Mme Gagnon, comme vous, parce qu'on va prendre votre cas à vous, c'est votre conjoint, on le sait, c'est 24 heures par jour. C'est... quand l'expression, on dit « la Terre arrête de tourner », OK, oui. Bien, la Terre arrête de tourner. Ça s'est passé le 19 juin 2012, parce que tu penses que ça arrive juste aux autres. Et voilà, exactement. Il y a 35 personnes par jour au Québec qui subissent un traumatisme crânien, puis cette journée-là, c'était mon conjoint. Est-ce que je peux vous demander, sans aller dans les détails, par exemple, OK, mais en surface, est-ce que je peux vous demander comment c'est arrivé à votre conjoint? Dans le fond, c'est un... Lui, il a arrêté, il est camionneur. Oui, il a arrêté sur le bord du chemin. Selon les policiers, il a arrêté pour faire des besoins naturels. Puis il y a un camion qui est arrivé, un pick-up, puis il aurait eu un coup de miroir en arrière de la tête. Oh oui. Ouais. Nous, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que moi, j'étais pas là, c'est lui d'accident. Les docteurs disent qu'est-ce qu'ils ont eu, mais j'ai dit, il a sûrement tombé. Mais on dit, madame, le coup qu'il a à la tête, c'est un coup d'une très haute vélocité, là. Ça ne peut pas qu'il ait juste tombé, là. OK, ça veut dire qu'à ce moment-là, la camionnette s'en venait vite. Oui. Et c'est arrivé à quel endroit? C'est arrivé à Relais. Ah, OK. Pas loin de Rouen. Pas loin de Rouen. Oui. On vous a appelé? On m'a appelé. C'est ma belle-sœur qui m'a appelé parce que, dans le fond, le premier camionneur qui a arrêté, il connaissait mon conjoint, mais il ne trouvait pas mon numéro de téléphone. OK. Il a appelé ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur qui m'a averti. Sans entrer encore dans les détails, comment on réagit? Quand tu ne veux pas y croire, parce que moi, dans ma tête, quand ils m'ont dit un accident, j'ai dit c'est un face-à-face où il a pris le bois. Il a pris le bois, oui. Mais quand je suis arrivée, puis là, ma belle-sœur me dit non, je pense qu'il aurait tombé. Puis là, quand je suis arrivée à l'hôpital à Rouen, ben moi, dans ma tête, il y avait un bras de cassé ou une jambe. Puis là, les infirmières m'ont dit on attend le scan parce qu'il y a un coup à la tête, il y a un traumatisme crânien, voir si vous partez pour Montréal. J'ai fait Montréal? Elle a dit oui. Puis écoute, ça n'a vraiment pas été long. C'était Valentine, puis tout de suite, on est parti. Parce qu'à Rouen, les heures étaient comptées, puis à Montréal aussi. Là, ah oui? Oui. Il a été combien de temps avant de revenir à la maison? 3 mois. Parce que là, il est à la maison. Là, oui. C'est ça. Oui. Quel est son degré d'autonomie? Bien, mon mari était chanceux parce qu'il était vraiment chanceux. Lui, il était 3 mois à l'hôpital à Montréal, 9 mois de réadaptation à Rouen. Mais physiquement, ça a toujours bien été. Là. Oui, il était plusieurs jours couché parce qu'il était intubé plusieurs jours, une semaine. Mais physiquement, ça a bien été. Lui, c'est vraiment psychologique. Là. Oui, exactement. Ouais. Le traumatisme, il était frontal. Alors, quand le traumatisme est frontal, bien, c'est le plus grave. Là. C'est agressivité, irritable, perte de mémoire, impulsivité. Mais les médecins me l'avaient dit. Écoute, moi, je leur disais, non, mon mari, écoute, il est super calme, il est super fin, il est doux. Non, ils ont dit, ton mari va devenir agressif, c'est une phase. Pour qu'il guérisse, il faut vraiment qu'il devienne. Ah oui? Oui. Puis il a été à l'hôpital. Ça a duré peut-être 10 jours, mais c'était les 10 pires journées de toute ma vie, parce qu'écoute, on ne le reconnaissait pas, là. En plus de ça, il perdait beaucoup la mémoire. Fait que lui, il avait une idée en tête, c'était de revenir en Abitibi. Puis il pouvait nous le dire 500 fois par jour. C'est sûr que ça doit être sûrement difficile. Là, vraiment. Parce que vous vous sentez impuissant à ce moment-là. Oui, puis
Écoute, tu reconnais plus ton conjoint. Hein? Puis, c'est ça. Moi, si je vous demandais, est-ce qu'il y a un cours à suivre? Quelles instructions on vous a données quand votre mari, parce que vous êtes devenue comme accompagnatrice au moment où il est revenu à la maison, surtout, c'est ça? Mm. Puis, c'est quoi comme directive qu'on vous a donné? Est-ce que vous avez suivi un cours? Quand je suis revenue en Abitibi, le 13 septembre, ça allait quand même bien, là. Ça allait vraiment bien. Il était en réadaptation. C'est moi qui accompagnais mon mari tous les jours à Rouen, parce que lui, suite à son traumatisme, ne pouvait plus conduire. Mm-hmm. Mais moi, à Montréal, puis j'étais aussi avec ma belle-mère, on en faisait peut-être un peu trop pour Patrick. Puis à un moment donné, ben là, on m'a mis les poings et les bords c'était. Là, ils ont dit, là, vous allez arrêter, là. Vous allez laisser votre conjoint qui prenne un peu d'autonomie, puis il fait la réadaptation, tout ça. Mais nous, on essayait toujours de le protéger, de le surprotéger. Mais c'est correct aussi, là. Des fois, quand il est agressif devant moi, je me mettais à pleurer parce que, écoute, je ne le reconnaissais pas. Puis, à un moment donné, il y a un préposé qui m'a regardé. Il dit, toi, si t'es ici pour pleurer, tu peux t'en aller. Là, je me disais, ben voyons, pourquoi personne ne me comprend? Mais aujourd'hui, je le comprends parce que Patrick, il ne comprenait pas de voir des personnes pleurer. Fait que c'était pas bon pour lui, là. Aujourd'hui, je le comprends, là. OK, c'est ça qu'il y a, c'est que sans le vouloir, vous lui nuisiez un peu. Oui. Mais vous, c'était le contraire que vous pensiez. Parce que lui, il avait de la misère à gérer ses émotions. Ça aussi, là, c'est une séquelle, là. Moi, si je vous demandais aujourd'hui, Mme Gagnon, comment va Patrick aujourd'hui? C'est vraiment miraculeux. Là. Il est vraiment chanceux. Oui? Là. Ouais. Oui. Vraiment, il a pu recommencer à travailler. Ah oui? Tu sais, il est camionneur. Là. Suite à son traumatisme, il était 1 an en arrêt de travail. Après la réadaptation, il a pu recommencer à conduire. Tout a bien été. Mais 7 ans après, il y a eu une rechute due à son traumatisme crânien. Il a fait une crise d'épilepsie en 2018. Alors, les conséquences que ça a eues, c'est qu'il a perdu sa classe, la classe 5, 6 mois, et la classe 1, 5 ans. Fait que la grosse classe, là, dans le fond, il a perdu ses classes 5 ans. Et au bout de 5 ans, il a pu recommencer, mais il fallait qu'il recommence la procédure des tests écrits, pratiques et tout pour pouvoir continuer à travailler. Il reste à peine 1 minute, Mme Gagnon. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Patrick mène une vie qu'on peut dire normale? Vraiment, vraiment normale. À l'hôpital, il m'avait dit, écoute, quand il va aller à l'épicerie, même qu'il y aurait 3 articles à aller acheter, écrivez-y sur une feuille parce qu'il va oublier. Puis vraiment, là, même c'est comme avant, là, vraiment, on est vraiment chanceux. Hein. Madame Gagnon, merci pour votre témoignage. C'est vraiment gentil à vous. Je sais que ça vous a pris beaucoup de courage et je vous en félicite parce que c'est quand même, ce n'est pas facile, on le sait. Fait que vous avez toute mon admiration, Madame Gagnon, puis longue vie à Patrick, en espérant aussi qu'il continue à bien aller. Il vous paraît bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.